En réalité, ça se prononce Mboa. Moi, je l'ai un peu, allégé à ma sauce. Et donc ça veut dire chez soi et pourquoi? Parce qu'en fait, l'ambition de mon projet, la valeur qui me porte et qui me drive au quotidien, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise et tout le monde se sente chez soi et ce, peu importe où on se trouve. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ce projet, Homeboa. On se crée des communautés et donc on reste beaucoup avec des gens qui nous ressemblent et qui vivent la même chose que nous. Et l'idée, c'est de se dire, OK, comment on casse ce truc et on fait en sorte que des gens qui sont très différents et qui peut-être n'auraient jamais eu l'opportunité de se rencontrer dans un contexte de la vie de tous les jours puissent le faire et puissent apprendre à se connaître. Que ceux qui disent le contraire arrêtent de mentir. Entreprendre, c'est dur. C'est vraiment très, très dur. C'est dur. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anne Jennifer, la fondatrice de Homeboa, qui signifie chez soi, en Douala, un dialecte camerounais. D'après un sondage IFOP, 77% des Français aimeraient échanger et découvrir d'autres cultures. Mais la majorité ne le font pas par manque d'opportunités. Résultat, nous fréquentons les mêmes cercles d'amis, de collègues, de proches, parfois depuis la petite enfance jusqu'à nos années professionnelles, sans forcément chercher à agrandir notre communauté pour en savoir plus sur les autres cultures. Et c'est pour créer ces opportunités d'échange, de rencontres et de partage entre différentes cultures, comme celle de l'Afrique ou encore de l'Asie, qu'Anne Jennifer a décidé de fonder Homeboa. Son but, nous permettre de découvrir d'autres cultures de façon ludique au travers d'ateliers culinaires, créatifs et artistiques animés par des Naoué qui signifie femmes passionnées en Fongbe, un dialecte béninois. Dans cette interview, Anne Jennifer partage avec nous son envie de mettre en lien les gens autour des cultures du monde entier afin qu'ils se sentent comme chez eux, un projet fort de sens pour cette entrepreneuse qui n'hésite pas à partager avec nous son défi de rassembler les gens. Anne Jennifer nous parle aussi de la manière dont a évolué son projet sur plusieurs années, comment elle s'est fait aider grâce aux incubateurs donc Station F dans lequel elle est incubée actuellement, du fonctionnement de Homeboa, de son ambition d'avoir un lieu pour accueillir ses clients qui sont pour le moment accueillis chez des partenaires. Et elle nous parle aussi de la réalité du terrain quand on se lance dans un projet entrepreneurial. Merci à Anne Jennifer pour son histoire authentique et sa bonne humeur autour de son projet en phase avec ses valeurs, l'inclusion, la diversité, le partage. Mais avant de lui laisser place, merci de bien vouloir prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes, cela m'aide énormément. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne Jennifer. Bonjour. Très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, merci d'être là. Tu es la fondatrice de Homeboa, la première plateforme de réservation d'expériences qui est dédiée à la découverte des savoir-faire du monde. Et on va en parler justement dans cette interview. Avant de commencer, je vais te demander de nous dire un peu qui tu es, ce que tu faisais avant d'être entrepreneur. D'accord, avec grand plaisir. Alors, avant d'être entrepreneur, moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans le marketing digital, dans différents types de structures, des grands groupes, des startups, et dans plusieurs secteurs, hein, secteur financier, dans la mode. Je me cherchais un petit peu et comme beaucoup de personnes pendant le confinement, grosse prise de conscience et grosse envie de faire autre chose. Ouais, il y a beaucoup de personnes pendant le confinement, je crois, qui a eu une prise de conscience. Complètement. Et du coup, donc tu as travaillé pendant combien de temps? J'ai vu que Alors tu étais dans le domaine de la communication et du marketing digital. exactement, j'ai travaillé dans le secteur du marketing digital et de la communication pendant à peu près 4 ans, dans des boîtes telles que, Accenture, AXA, donc quand même des grosses, grosses structures. Ouais. J'ai occupé différents types de postes. J'ai fait, du traffic management où en gros mon job, c'était de faire en sorte que les clients aillent sur les sites internet des marques et achètent. J'ai été consultante en marketing digital, donc j'ai pu accompagner plusieurs entreprises dans leur stratégie
de marketing en ligne. J'ai fait des relations presse également, ça c'était chez Accenture, où mon rôle c'était de faire en sorte que, ben, la presse et les médias de manière générale parlent de la société, des dirigeants, des experts. Donc voilà, j'ai un petit peu touché à tout l'éventail des métiers qui existent dans le marketing et la communication. Et après avoir fait un petit peu le tour, je me suis dit: «Bon, j'aime plein de choses dans plein de jobs différents. J'ai pas tellement envie de choisir et j'ai envie Ouais. de travailler sur un projet qui me plaît à moi. Donc bah, pourquoi ne pas, se lancer dans l'entrepreneuriat?» D'accord et du coup, toute cette expérience, j'imagine que là, maintenant que tu t'es lancée, ça te sert beaucoup pour, ta propre, entreprise, hein? On va Ah en mais parler justement. complètement, complètement. Mmh. Enfin, de toute manière, il y a jamais de mauvais choix dans la vie. Il y a que des choix réfléchis ou non Ouais. d'ailleurs. Et là, c'est vrai que mon expérience en marketing digital et en communication, ça m'aide au quotidien. C'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai un site, hyper graphique. C'est ce qui fait que j'ai réussi un peu à me lancer sans avoir des gros budgets et que j'ai réussi finalement un peu à me dépatouiller pour construire, la communauté qui nous suit aujourd'hui. Oui, j'imagine bien et du coup, alors comment t'es venue justement l'idée de créer, Hombawa? Alors l'idée, c'est un peu compliqué. Disons qu'il y a des personnes qui se réveillent un matin avec une idée de dingue et qui se disent: «OK, il faut absolument que je fasse ça et il faut que je fasse ce projet-là». Moi, c'est un processus qui a pris plusieurs années et c'est finalement une accumulation de plein de petites choses. Il y a la partie un peu personnelle. Moi, j'ai une petite sœur qui a 12 ans, c'est une histoire que je raconte beaucoup, mais que je trouve que c'est important, heu, de Mmh. de la partager. Qui me demandait, qui pleurait et qui me disait: «Voilà, moi, ma copine Clara, elle m'a dit que je pouvais pas être la reine des neiges parce que la reine des neiges, elle est pas noire et que les noirs, ça peut pas être des princesses». Donc il y avait toute cette question un peu identitaire, toute cette question autour de la représentation qui m'intéressait beaucoup et Mmh. qui a commencé un petit peu à germer dans mon esprit. À côté de ça, il y a eu l'envie de faire quelque chose qui était en phase avec mes valeurs. Et moi, mes valeurs, c'est l'inclusion, la diversité, c'est faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et du coup, pareil, c'est venu encore un petit peu nourrir cette petite graine. Ensuite, il y a eu, le confinement, le fait qu'on soit tous enfermés, qu'on soit déconnectés, le fait que j'ai beaucoup, beaucoup appris, je me suis beaucoup éduquée sur tout plein de sujets et le Black Lives Matter, pareil, toutes ces revendications fortes. Donc Mmh. ça a ajouté en fait, de l'eau sur la petite, graine qui était en train de pousser et tout ça, je l'ai mis en parallèle avec le fait que j'ai toujours adoré voyager et que j'ai toujours été très curieuse de tout et j'ai commencé Homeboa avec cette première idée de me dire: «OK, je vais un petit peu, permettre à n'importe qui de découvrir les cultures du monde entier et d'aller au-delà des préjugés qu'on peut avoir en leur permettant de rencontrer des artisans du monde entier». Donc en fait, Homeboa, au départ, c'était pas du tout le projet tel qu'il existe. C'était juste D'accord. un site internet où je vendais des produits qui étaient faits par des artisans que je rencontrais au fil de mes voyages. Et c'est comme ça, en fait, que j'étais un petit peu alignée avec mes valeurs. Il y avait ce côté hyper graphique et hyper, on fait un joli site, on fait des belles photos, qui faisait que, bah, toute mon Ouais. expérience en marketing digital me servait. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé pour finalement, bah, pivoter et changer et devenir le projet tel qu'il est aujourd'hui. Donc, cette plateforme, on peut réserver des activités pour découvrir, les cultures et les savoir-faire du monde entier. Mais, je Ouais. trouve ça intéressant de partager un petit peu le début de l'histoire parce que l'idée qu'on a au début, c'est pas forcément l'idée, qui restera finalement. Exactement, oui, on commence toujours, par quelque chose et puis après ça évolue parfois, en cours de route Tout à et fait c'est ce qui s'est passé pour toi. et c'est Est-ce ce que qui tu s'est peux nous passé dire pour moi. justement ce que signifie le nom, Homboa? Alors Homeboa, ça veut Homboa, dire pardon. non mais pas de souci, ne t'inquiète pas, il y a plein de gens qui j'ai eu le droit à tous les remixes. C'est vrai que c'est assez compliqué. C'est une langue en fait que plein de gens ne connaissent pas. Homboa, c'est un mot qui signifie Ouais, chez soi dans un dialecte, camerounais, plus particulièrement le Douala, donc qui est une ville du Cameroun. En réalité, d'accord. ça se prononce Mboa. Moi, je l'ai un peu, Homboa, allégé à d'accord. ma sauce. Et donc ça veut dire chez soi et pourquoi? Parce qu'en fait, l'ambition de mon projet, la valeur qui me porte et qui me drive au quotidien, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise et tout le monde se sente chez soi et ce, peu importe où on se trouve. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ce projet, Homeboa. D'accord, avec, l'idée, l'envie en fait de faire ensemble de faire en sorte que les gens puissent se rassembler pour partager en fait la culture, de chacun.
C'est ça? Exactement. L'idée, c'est de se dire, franchement, on a la chance de vivre en France, qui est un pays quand même hyper multiculturel. Au Ah, quotidien, on total. croise des gens qui viennent du monde entier, de par leurs origines ou même de par leur nationalité et en fait, finalement, on n'apprend pas à connaître les autres, on va pas forcément vers les autres et moi, ce Mmh. que j'ai constaté, c'est que la raison pour laquelle on va pas vers les autres, c'est pas par manque d'envie, mais c'est plus par manque d'occasion. Moi, j'adore raconter l'histoire, en fait, d'une pote à moi, qui vient du Bangladesh et en fait, l'idée, c'est que moi, le Bangladesh, je connaissais pas du tout, pas du tout, pas du tout, je connaissais rien et le fait de l'avoir rencontré, ça m'a permis de découvrir un peu plus sa culture. Et je me dis que si je l'avais jamais rencontré, j'aurais peut-être jamais découvert la culture du Bangladesh. Et ben c'est pareil pour tout le monde, que ce soit les Mmh. cultures asiatiques, africaines, américaines ou autres. Quand on n'a pas l'occasion de rencontrer des gens qui sont différents de nous, on n'a pas forcément cette opportunité de découvrir des cultures qui sont très éloignées de la nôtre. Et c'est moi, c'est cette opportunité de découverte, de rencontre que j'ai envie de donner et de partager au travers d'Omboa. D'accord, oui, parce que j'ai vu justement sur le site, sur ton site, que tu mettais des statistiques à 77 des Français aimeraient échanger et découvrir d'autres cultures, mais ils sont très peu à le faire et donc toi, ton constat, c'est s'ils le font pas, c'est parce qu'ils ont pas d'occasion de le faire? Exactement. Finalement, on vit dans une société très diverse, mais on vit beaucoup en silo, en fait. On reste avec des gens qui nous C'est ça. ressemblent. Quand on Mmh. a fait une école de commerce, ben, on se retrouve à faire un certain type de poste et on est entouré d'un certain type de personnes. Quand on a fait des études d'art, et ben, on est dans le milieu de l'art, donc on évolue dans ce réseau artistique où on connaît un autre type de personnes. Donc du coup, en fait, dès l'enfance, à partir du moment où on va à l'école et qu'on choisit des branches différentes, on est amené à Mmh. rencontrer des personnes très différentes. C'est pas la même chose quand on vit en banlieue ou quand on vit en centre-ville. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'on se crée des communautés et donc on reste Oui. beaucoup avec des gens qui nous ressemblent et qui vivent la même chose que nous. Et l'idée, c'est de se dire, OK, comment on casse ce truc et on fait en sorte que bah, des gens qui sont très différents et qui peut-être n'auraient jamais eu l'opportunité de se rencontrer dans un contexte de la vie de tous les jours puissent le faire et puissent apprendre à se connaître. Ouais. Ouais, ouais, bah, vraiment créer des occasions où on peut en fait, partager ensemble, à un moment tout en découvrant une autre culture. Tout à fait. Mmh. Alors tu disais justement que tu as testé ton projet lors du premier confinement. Comment tu l'as testé, concrètement puisqu'on était en plein confinement? Alors comment je l'ai testé concrètement? C'était pas vraiment en plein confinement. Disons que, moi j'avais commencé un peu le projet Homeboa avant, donc comme je te le disais, c'était D'accord. plutôt un site de vente de produits et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'avais participé à un marché de Noël au hasard ludique. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ce marché de Noël-là, j'étais pour vendre mes produits. J'y suis allée avec ma grand-mère, qui était en train de parler à plein de gens. Elle racontait l'histoire des produits, elle racontait l'histoire en fait de ses origines, elle racontait un peu sa vie. Et je Mmh. me suis rendu compte que les gens étaient beaucoup plus intéressés par ce que ma grand-mère racontait que par le produit en tant que tel. Et c'est là que je me suis dit, mais incroyable, en fait, il y a ce truc où ce qui intéresse les gens, c'est pas tellement le produit, mais c'est tout l'univers et toute l'histoire qui est autour du produit. Donc c'est ça, ça a été ça, ce premier test. Ensuite, Mmh. alors effectivement, il y a eu le confinement et on ne pouvait pas faire grand-chose. Et du coup, j'ai testé un peu le concept en ligne en Mmh. proposant des lives, en mettant en relation donc les femmes qui sont dans la communauté Homeboa, qu'on appelle les Naoué, et qui proposaient des ateliers en live. Et j'ai vu que ça marchait. Les gens étaient contents de découvrir des choses, étaient contents de rencontrer d'autres personnes, étaient contents de faire partie un petit peu d'une petite communauté. Et je me suis dit, ok, bah, le projet marche, je me On lance. va Je me lance, on va le passer en physique, quoi. On va le passer en physique. Tu disais que les femmes de la communauté justement, tu les appelles les Naoué. Qu'est-ce que ça signifie les Et Naoué? alors Naoué, ça veut dire femme en fongbe, qui est un dialecte du Bénin. Parce qu'en fait, moi, je suis originaire du Cameroun et du Bénin. Et c'était important pour moi de partager un petit peu ma propre culture. Parce qu'au travers de moi, je permets à des femmes de partager leur culture. Et je me suis dit, bah, ça peut être intéressant pour moi aussi de partager la mienne. Donc du coup, je place des petits mots, des petits concepts qui viennent de chez moi, un Mmh. peu partout dans le projet, pour Ouais. finalement bah, partager aussi quelque part ma culture et mon histoire. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, pour partager un peu ton histoire, à travers, ton projet et Exactement. et comment tu les as imaginés justement les ateliers avec, les Naoué?
Alors, moi, je voulais quelque chose de très convivial. Je me suis tout de suite dit: «Finalement, on s'en fout, du sujet. Ce qui compte, c'est le partage» et c'est ce que j'arrête pas de dire. Nous, on a un formulaire sur notre site internet pour toutes les femmes qui veulent nous rejoindre. Ce Mmh. qui va nous intéresser, c'est pas tellement la technicité, le diplôme, la maîtrise de tel ou tel savoir-faire, c'est cette volonté de vouloir partager. Parce que, par exemple, la cuisine, il y a plein de femmes qui n'ont pas forcément fait des hautes études de cuisine, mais qui savent faire des plats incroyablement bien parce que ce sont des plats qu'elles ont hérités de leur mère, de leur grand-mère, de leur tante. Ce sont des plats culturels. Pareil, on a des Naoués qui font du thé parce que bah, il se trouve que dans leur famille, il y a des plantations de thé et qu'elles ont grandi au milieu du thé, donc elles n'ont pas de formation particulière, mais elles connaissent un petit peu toutes les petites trucs et astuces qui font que par les plantes, on peut finalement se soigner. Donc du coup, la volonté première que nous, on va rechercher chez nos Naoués, cette volonté de partager. Ensuite, on les aide, bien entendu, à cadrer un petit peu l'atelier en fonction du nombre de participants, en fonction de leur aisance à Mmh. l'oral. Mais à partir du moment où elles ont envie de partager, on leur dit, OK, nous, on se charge de toute la partie un peu logistique et vous, vous faites ce pourquoi vous êtes très, très bonne. Vous Ouais. partagez votre culture et votre histoire. D'accord et du coup, ça donne des ateliers autour de la cuisine, j'ai vu, mais aussi de tout ce qui est, do it yourself, faire sa bougie, créer un panier ou ce genre de choses, c'est ça? Exactement. Nous, on a 3 verticales. On a la gastronomie, on a l'artisanat et on a l'art. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ces 3 choses-là? Parce qu'en fait, quand on voyage, on aime bien aller manger plein de trucs, dans la C'est rue. vrai, ouais. Donc ça, c'était la partie gastronomie. On aime bien aller dans des marchés, regarder tous les petits objets, qui sont fabriqués par les petits artisans locaux. Donc ça, c'était la partie artisanat et souvent, on aime bien faire des musées, des expos sur place et ça, c'est la partie art. Et en fait, au travers d'Omboa, on avait envie de rendre accessible le voyage à n'importe qui, en leur donnant le sentiment, l'illusion qu'ils voyagent en fait dans un pays sans avoir à se rendre dans le pays en question. D'accord, oui, c'est vraiment, toute un une cohérence entre le voyage et toutes les découvertes qu'on peut faire à travers le voyage, mais là, ça serait vraiment sur place, c'est-à-dire sur place ici en France, à travers des ateliers. Exactement. Donc c Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont pas forcément qui auront peut-être jamais l'occasion de découvrir notamment les cultures, par exemple, d'Afrique. Moi, c'est j'ai vrai. lu dernièrement une étude qui m'a un peu interpellée, qui disait qu'en fait 40 des Européens, n'ont jamais quitté l'Europe. Et je me dis: «Waouh!» Et en fait, l'article expliquait qu'avec le covid, ça va pas s'arranger parce que les gens ont de moins en moins d'argent et quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on doit faire un voyage, souvent on va dans un endroit qu'on connaît un petit peu ou dont on a un peu entendu parler et du coup, comment les gens vont découvrir la culture du Mozambique s'ils ont Oui, jamais rencontré de personnes qui viennent du c'est vrai. Mozambique, s'ils n'ont jamais entendu parler? Donc du coup, c'est dommage de se couper en fait finalement de cette découverte culturelle. Donc l'idée, c'est que voilà, tu restes dans ta ville et nous, on t'emmène en fait plein d'autres cultures et on te fait voyager d'une autre manière. Mmh. Oui, c'est vrai 40 c'est beaucoup quand même, hein, 40%, donc c'est qui énorme. sont jamais sortis de l'Europe, je pense que les Français, ils ont aussi leur habitude, peut-être qu'ils aiment retourner aussi dans des endroits qu'ils connaissent déjà comme, tu disais et du coup, ils voyagent pas assez loin parfois et du coup pour découvrir l'Afrique, c'est compliqué. Ah mais complètement. Ouais et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est une culture aussi que la culture africaine est très riche et il y a beaucoup de Elle est choses à très découvrir. riche. Ah bien sûr, Mmh. bien sûr. Mmh. Et comment il fonctionne justement, Homeboa? Comment ça fonctionne très concrètement donc, sur le site si j'y vais et que je fais un atelier? Alors, il y a 2 cas de figure. En fait, nous, on est ce qu'on appelle vraiment une marketplace. Donc, on va mettre en relation 2 parties. Bon, en réalité 3, mais je vais pas complexifier le Mmh. truc, on va rester sur 2. Donc, d'un côté, on a nos Naoués qui proposent des ateliers et de l'autre, on va avoir notre client qui a envie de découvrir une nouvelle culture et de réserver un atelier. Donc, le parcours, c'est que le client va sur le site internet, il regarde les ateliers qu'il y a et en fonction des disponibilités, de ses appétences ou tout simplement de la région du monde qu'il a envie de découvrir, il va cliquer sur un atelier, regarder s'il y a de la place, réserver sa place, payer et se rendre dans l'un de nos lieux partenaires pour effectuer son atelier avec la Naoué. Du côté Naoué, eh ben, les Naoués vont s'inscrire sur le site internet et nous envoyer un certain nombre d'éléments qui vont faire en fait en sorte qu'on crée
leur page atelier, sur laquelle le client pourra lui réserver sa place. Donc du coup, on a vraiment, cette plateforme-là. On est en train de Mmh. travailler d'un point de vue technologique parce que c'est un projet un peu tech pour automatiser un maximum de choses et rendre l'expérience un petit peu plus immersive, on va dire. Mmh. Donc du coup, ça, c'est un des gros projets, à venir. D'accord. Du coup, tu as des partenaires, donc tu as dû créer des partenariats avec, des lieux externes pour pouvoir recevoir tes ateliers, c'est ça? Tout à fait, parce qu'en fait, on a 2 cas de figure. On a les ateliers en ligne qui ont été un peu mis en pause pour, ne rien te cacher parce qu'en fait, voilà, on est resté enfermés pendant 1 an, c'est bon, Ouais, j'ai envie que les gens sortent et là, on a rentrent envie de chez voir les eux. gens là, c'est bon, c'est vrai. Donc pour le moment, ils sont en pause, mais ils reprendront à partir du mois de septembre normalement. Et pour les ateliers en présentiel, c'est vrai qu'on avait cette problématique de lieu. On a certaines de nos artisanes ou certaines de nos cuisinières qui ont déjà un lieu, donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Mais pour la plupart, elles n'ont pas de lieu. Et c'est dommage en fait de ne pas pouvoir faire d'atelier parce qu'on n'a pas de lieu où les faire. Donc du coup, Mmh. on a beaucoup réfléchi, on s'est dit mais comment est-ce qu'on va faire? Et là, illumination, on s'est rendu compte en fait qu'il y a énormément de lieux sur Paris qui ont des espaces vacants et qui seraient prêts à les mettre à disposition pour pouvoir attirer du monde au sein de leurs hôtels, leurs restos, leurs tiers-lieux. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. On a contacté des hôtels, des tiers-lieux engagés qui avaient les mêmes valeurs que nous, qui pourraient être intéressés par le projet Homeboa. Et on leur a dit, le deal, c'est que vous mettez à disposition une salle pour les ateliers Homeboa et nous, en échange, eh ben, on vous ramène du monde. Et tout le monde est gagnant parce que les clients consomment sur place, donc ça fait un peu de revenus pour l'hôtel. Les clients Mmh. découvrent le lieu et nous, Naoui, on a la possibilité d'avoir un lieu où elles peuvent faire leur atelier. D'accord, très bien. Donc c'est le deal que tu as fait avec, ces partenaires-là, donc c'est de leur amener du monde en échange d'avoir un espace, en fait? Exactement. Ouais, c'est pas mal. Et est-ce que dans le futur, tu imagines avoir un lieu qui serait Oui. propre à Ah Mboa? complètement. Alors ça, c'était depuis le day one. Moi, je Ouais. suis hyper physique, c'est-à-dire que j'ai 1 milliard de cahiers, j'aime les stylos, j'aime toucher les trucs. Donc c'est marrant parce que même si je fais une start-up, comme on dit, je suis encore très ancrée dans le monde, physique. Ouais, Je trouve qu'avoir un lieu, c'est incroyable. Il y a rien bah, qui se oui. pose, enfin, tu touches des objets, tu Ouais. rencontres des gens, tu te Tu poses, tu l'imagines là déjà décoré ah avec les mais ouais, couleurs, voilà, du voyage, je suis à fond dedans une là, map monde. Ouais. Mais ça, ouais, effectivement, au départ, ça demande un grand investissement, surtout à Paris, hein. Donc exactement, donc pour le moment, ça reste en ligne, mais c'est vrai qu'à à l'avenir, j'aimerais beaucoup avoir un lieu, ce serait vraiment très mmh. chouette. Non, mais c'est très bien, tu vois? Tu construis un projet step by step, c'est-à-dire que tu as commencé en ligne, ensuite tu as trouvé des partenaires en physique et puis après, bah, la prochaine étape, c'est avoir ton propre lieu, quoi. Exactement. Bon, en tout cas, on le souhaite. J'imagine que toi-même, tu es passionnée de cuisine et de tout ce qui est, atelier do it yourself, hein? Oui, alors c'est vrai, j'aime beaucoup manger. Passionnée de cuisine, je sais pas. En tout cas, j'aime manger, donc Mais tu c'est aimes un bon découvrir en tout cas, exactement. des ateliers. J'adore Enfin, manger, plein de plats différents. Je suis une aventureuse du goût. C'est-à-dire que quand on me lance dans un resto, je demande au chef: «Bon, qu'est-ce que vous me conseillez?» et il y a 80 de chances que je me laisse tenter par un truc que je connais pas du tout. Donc passionnée de cuisine, effectivement. Passionnée de do it yourself, plutôt passionnée d'objets. J'adore les objets. Moi, c'est un peu, mon côté, je sais pas quel est le mot, mais en tout cas, dès que je pars quelque part, j'adore prendre, enfin pas voler, hein, mais prendre, acheter des objets et les ramener avec moi. Ce qui fait que chez moi, c'est un peu un cabinet de curiosité. J'ai plein d'objets qui viennent de tous mes voyages. Mes amis, quand ils voyagent aussi, ils aiment bien me rapporter des petits objets parce qu'ils savent que j'adore ça. Et donc, du coup, j'ai toujours été très, très admirative des artisans et de la façon dont ils ont réussi à construire, en fait, mmh. cet objet-là. Et l'art, c'est plus récent. C'est plutôt en grandissant, en m'intéressant à plein de choses que j'ai commencé à avoir cette petite, appétence pour certains arts et du coup, voilà, c'est un peu tout ça qui fait que j'ai décidé de créer Omvoa. D'accord, donc c'est toutes des choses que tu aimes autour du voyage, des objets, de l'art et de tout ce qui est art culinaire aussi qui t'a amené à créer ce projet-là. Donc pour toi, en fait, tu te sentais vraiment que c'était vers là que tu allais? Oui, Donc moi j'ai pas c'était le créé le un bon projet? projet enfin je sais que ça se fait beaucoup, dans le milieu des startups, bah, tu analyses le marché et tu te dis: «OK,
j'ai analysé les chiffres, qu'est-ce qui va fonctionner là? Ça, je vois que ça marche trop bien, je lance tel projet. Non, moi, c'est vraiment un projet de cœur qui est mêlé de mon histoire, de mes passions, de mes appétences et c'est pas du tout un projet, pragmatique que Oui, j'ai pris parce que voilà. ouais, c'est pas juste un projet pour avoir un projet, quoi. C'est Tout vraiment à quelque fait. chose, que tu fais par passion et par Ouais, sens aussi. Mmh. exactement. Tu parlais tout à l'heure justement de la partie pour les clients. Je voulais savoir, toi, comme, tu viens en plus du monde du marketing digital, tes clients, comment tu vas les chercher aujourd'hui, pour qu'ils viennent sur ton site et faire, de la transformation derrière? Alors, il y a plusieurs moyens. Le sujet de l'acquisition est un gros sujet sur lequel on travaille énormément en ce moment. Ouais. Initialement, c'était les réseaux sociaux. Alors, jusqu'à il y a quelques années, on va dire, jusqu'à il y a 1, 2 ans, ça marchait plutôt bien. On pouvait encore faire de la croissance assez organique via les réseaux sociaux. Donc, on s'est mis vraiment Mmh. sur quasiment tous les réseaux sociaux. On a commencé sur Facebook. Ensuite, on a fait Instagram, on a une chaîne YouTube, on a un compte LinkedIn, TikTok, on verra parce que j'ai l'impression de pas être hyper à l'aise, donc ce serait plutôt, les personnes qui bossent avec moi, qui sont plus jeunes que moi, qui s'occuperaient de ça parce que moi, TikTok, j'ai un peu du mal. Mais voilà, c'était initialement les réseaux sociaux. Après, je pense que comme beaucoup de personnes, on a constaté que depuis quelques mois, voire même depuis même 1 an, les réseaux sociaux sont en chute libre. En dehors de TikTok, c'est très dur en fait de faire beaucoup de reach sur les réseaux sociaux. Donc on est en Mmh. train de travailler sur des stratégies un peu différentes, notamment des stratégies de newsletter, parce que je pense que ça a traumatisé beaucoup de monde quand Meta a décidé de planter. Ouais. Et la hantise d'une marque, en fait, c'est de perdre sa communauté, de plus du tout pouvoir la contacter. Donc les newsletters, ça marche plutôt bien. Je trouve que ça transforme très bien d'ailleurs, les newsletters. Mmh. Le YouTube aussi, je pense que beaucoup de marques sous-estiment YouTube, mais YouTube, nous, ça nous a apporté énormément de trafic, notamment sur certains ateliers qui ont très bien marché. On a par exemple Leïla qui fait un atelier autour de la cuisine tunisienne, qui a fait une vidéo qui vient d'atteindre les 10 000 vues. Et en fait, à chaque fois que son atelier sort, il est systématiquement complet. Donc du coup, Ah ça oui. montre quand même que YouTube, derrière, il y a un vrai attrait. Mmh. Et on essaye de faire des événements, de se montrer, d'aller papoter avec des gens. Il faut rencontrer du monde, en fait. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple pour transformer parce que les réseaux sociaux, c'est bien. Tu vas avoir une communauté de 5, 10, 15, 100 000 followers. Mais si Mmh. derrière, ils n'achètent pas ton produit ou ton service, ça sert à rien. Alors qu'en Ouais. rencontrant des gens, en leur parlant, en leur expliquant, ils sont plus à même de sortir leur carte bleue. Exactement, et c'est vrai. Bah, là, tu nous as cité quand même, ouais, 2 leviers qui sont très, très, comment dire? Oui, effectivement, qui transforment bien, effectivement, la newsletter. Donc c'est parce que tu crées vraiment un lien plus intime avec la personne, alors que sur un réseau social, on voit, tu parles à tout le monde, mais là, la newsletter, on a l'impression que tu parles seulement à une personne. Donc c'est vrai que ça permet de créer un lien avec, tes prospects qui transforment après derrière en clients. Et puis, YouTube, c'est vrai que la vidéo, c'est quelque chose qui est vraiment devenu incontournable, et puis toute la génération, d'aujourd'hui, préfère largement regarder peut-être une vidéo que de lire un article qui fait 2 000 mots, quoi. C'est pas Ah mais pareil. complètement, complètement. Mmh. Donc, 2 leviers effectivement qui se combinent bien. Mais, effectivement, et puis les événements, c'est vrai que c'est intéressant. Bon, maintenant qu'on n'est plus en confinement, d'aller voir les gens et de discuter avec, son public, c'est le mieux pour mieux le comprendre et mieux répondre à ses besoins, quoi. Ah totalement. Mmh. Est-ce que depuis que tu t'es lancée, est-ce que tu as vu un grand fossé entre, ce que tu imaginais réaliser de ton projet et puis la réalité du terrain de la vie entrepreneuriale? Ah ouais, l'entrepreneuriat, c'est dur. Que ceux qui C'est disent le bien de le dire! que ceux qui disent le contraire arrêtent de mentir. Entreprendre, c'est dur. C'est vraiment très, très dur. C'est quoi le plus compliqué? C'est de quoi le plus dur, le plus Le plus difficile pour toi? dur, c'est les phases de no man's land, je les appelle comme ça. C'est quand, tu fais tout en fait. Tu communiques, tu parles à tes clients, tu fais tout bien, comme une bonne élève et tu as pas de Mmh. résultat. Et là, c'est terrible parce qu'il faut garder cette motivation quand tu vois que tu as enclenché plein de trucs et qu'il se passe rien et ça arrive. Donc ces moments-là, c'est dur. Là, je suis en train d'aller chercher des financements, bah, pareil, c'est hyper dur. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est constamment sortir de sa zone de confort et c'est pas confortable d'être en dehors de sa zone de confort, donc tu es tout le temps un peu tu es tout le temps dans l'inconfort, quoi. Et du coup, il faut avoir quand même un sacré mental pour rester, motivé.
Ouais, bah, oui, j'imagine, ouais. Ouais, il faut être, très, très motivé. Est-ce que tu t'es fait entourer justement pour rester motivé? Ouais, hyper important, c'est l'un des conseils que je donne, à ceux qui veulent se lancer, c'est de savoir s'entourer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de structures, de parcours, d'aides pour, aider les entrepreneurs. Donc moi, je suis passée par pas mal d'incubateurs. Mes amis se moquent un peu de moi en disant que je suis un peu un bébé incubateur. J'ai fait, La Ruche avec le parcours des audacieuses, j'ai fait Live for Good qui est pour les entrepreneurs de moins de 30 ans. Je suis actuellement à Station F. Donc voilà, j'ai fait HEC Stand-up aussi. Je crois que c'est le premier programme que j'ai fait qui m'a quand même vachement aidé en termes de posture. Euh, Mmh. c'est trop bien d'être entouré parce que bah, tu rencontres des experts, tu as un avis extérieur sur ton projet, tu rencontres d'autres entrepreneurs, tu te fais du réseau. Donc franchement, les incubateurs, faut en abuser et en user. Je trouve ça vraiment génial. Mmh. Est-ce que justement tous ces accompagnements, ça t'a aidé beaucoup plus à structurer le projet? Tu penses que sans ça, tu aurais peut-être pris plus de temps à Ouais. y arriver? Ah mais clairement, parce qu'en fait, Mmh. tu te poses des questions, à la con que enfin, Ouais. on t'oblige à te poser des questions, tu vois? Des questions comptables, toutes bêtes, auxquelles tu penses pas, déposer les statuts. Bon, bah, moi, j'ai été accompagnée, donc du coup, ça allait vite. Si j'étais toute seule dans mon coin, j'aurais passé une vie sur internet à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mmh. Le business model, au début, j'ai commencé du coup seule, sans accompagnement. Je me suis un peu plantée et puis après on te fait des retours en te disant: «Fais attention» et cetera. Donc ça te fait gagner du temps en fait, les incubateurs, ça te fait vraiment gagner beaucoup de temps. Mmh. Ouais, parce que le business model, tu étais partie sur quoi? Sur, un pourcentage sur, J'étais les partie ateliers, sur une j'imagine? commission qui était beaucoup trop faible, Ouais, et du coup, j'étais pas rentable, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite et donc du coup, c'était ouais. un peu chaotique. Et là, ça va. On a trouvé même le business model. Au départ, je louais moi-même des lieux, en fait. Donc, en fait, je Ah. privatisais à chaque fois des lieux. Et tu m'étonnes que je n'étais pas rentable. Bah, oui, Des ça lieux fait et ça coûte tout. cher. Et j'ai dû réfléchir. J'ai dû me dire, mais non, mais là, je peux plus privatiser des lieux. Il faut que je trouve une solution parce que ça me coûte beaucoup trop cher. Et c'est en fait toute cette réflexion-là, elle est un peu impulsée et accélérée par les questionnements que te posent les personnes qui sont en charge de t'accompagner dans ces différentes structures. Mmh. Oui, du coup, ça t'a fait évoluer, au niveau, de tout ce qui est business model et tu as transformé, les lieux que tu payais avant en partenariat Tout et à tu as fait. augmenté ta commission, quoi. Exactement. Mmh. Donc Et j'ai ben, c'est développé une une branche en B2B aussi. Ça, ah c'est ouais, que j'avais pas du tout, tu avais pas pensé envisagé. à ouais. Et voilà, et le fait d'évoluer dans des écosystèmes où tu as pas mal de gens qui font du B2B, puis après tu as une opportunité, tu te dis: «Ouais, pourquoi pas?» Et en fait, finalement, ça marche et puis hop, tu Mmh. te retrouves à avoir, une clientèle un peu différente. Mmh. Non, c'est une bonne, c'est un bon levier, le B2B, c'est une bonne route à prendre ça, hein. Mmh. Complètement, je suis d'accord. Justement, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé, enfin, est-ce que tu peux nous dire comment tu as intégré, l'incubateur Station F? Puisque là, en ce moment, tu es chez eux. Comment ça Oui. se passe justement pour entrer chez Station F? Alors, grande question qu'on doit me poser. Franchement, je pense qu'une fois par jour, je reçois au moins un message privé qui me demande Bah, comment on intègre Station F. ouais, j'imagine parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie, donc on sait jamais dans celles qui nous écoutent s'ils ont l'envie d'intégrer Station F, ça serait intéressant de savoir comment, ouais. Alors, Station F, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste un incubateur, c'est un campus. Donc, il est souvent décrit comme étant le plus grand campus de start-up au monde. Donc, c'est un endroit où on va avoir plein de programmes différents qui sont portés par plein de structures différentes. On a le programme, bon, je regarde en même temps autour de moi, on a le programme TF1, on a le programme LVMH, on a le programme Total, on a le programme Facebook. Donc, on a des programmes vraiment qui appartiennent à des entreprises. Ensuite, on va avoir le programme EDEC, le programme Central Supélec, HEC, donc des programmes qui appartiennent à des écoles. On va aussi Ouais. avoir des programmes plus institutionnels et on va avoir les programmes mères de Station F qui sont au nombre de 3, à savoir le Founder Programme, donc le programme historique, le Fighters Programme, celui dans lequel je suis, qui est à peu près la même chose, mais plutôt un programme diversité, on va dire, qui pousse en fait des entrepreneurs qui sortent un peu des clous à entreprendre. J'y reviendrai un peu plus tard. Et le programme Femtech pour les femmes dans la tech. Donc moi, j'ai intégré le programme Fighters parce que déjà j'étais hyper alignée en fait avec le concept.
Le concept du fighters, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir fait HEC, d'être un homme blanc, pété de thunes pour entreprendre, qu'on peut vivre au fin fond de la campagne et être enfant d'agriculteur et pas avoir fait d'études de commerce et entreprendre, qu'on peut avoir grandi en banlieue dans un milieu ultra populaire, ne pas avoir d'argent et de réseau et entreprendre, qu'on peut venir d'un pays étranger et ne connaître rien à la France, avoir une situation un peu difficile et entreprendre. Donc voilà, c'était vraiment ça, ce programme, c'est de dire qu'il n'y a pas de profil type d'entrepreneur. Et le message qui est envoyé, c'est à tous les entrepreneurs qui sortent un peu des clous, bah, postuler. Donc du coup, moi, j'ai postulé à ce programme-là. Comment est-ce que ça se passe? Les appels à projets sont ouverts en général l'été. Donc l'appel à projet pour le Fighters programme va ouvrir, je pense, d'ici quelques mois. Donc restez aware, on va À dire. l'écoute. Voilà. Ouais. Donc tu complètes un dossier où on te pose plein de questions, des questions sur ton projet, mais également des questions sur toi, beaucoup de questions sur toi, parce qu'en fait, ce qu'on va venir chercher dans un programme d'accompagnement, au-delà du projet, c'est surtout le porteur de projet qui est derrière. Et c'est d'autant plus vrai que quand tu veux lever des fonds et que tu veux contacter des investisseurs, ils misent en premier lieu sur l'équipe avant de miser sur le projet. Et par exemple, ici à Station F, il y a un programme qui s'appelle Entrepreneur First, où on te prend sans projet. Donc, si tu n'as pas d'idée de projet, mais que tu as envie d'entreprendre et que tu es doué, eh ben, on te prend et tu es payé pour créer ton projet. Donc, du coup, voilà. C'est pour montrer à quel point c'est hyper important d'être aligné dans sa tête. Je Donc, on pose connaissais des pas ce questions. programme-là. C'est super. Franchement, moi, je ne connaissais pas C'est non plus. intéressant. Et je me dis que si j'avais, enfin, pour toutes les personnes qui veulent entreprendre et qui n'ont pas d'idée, et qui n'ont pas envie de rester au chômage, et ben faites ce programme. Enfin, on te paye, tu es payé à peu près 2 000 € tous les mois. On te met dans un sac avec plein d'autres entrepreneurs, plein d'autres futurs entrepreneurs talentueux. On secoue le sac et l'objectif, c'est qu'à la fin, vous en groupe et vous créez des boîtes. Donc, Créez votre projet, quoi. voilà. C'est top! Non, mais c'est trop top. Franchement, je trouve ça C'est trop cool. pas c'est pas vieux ce programme, non? C'est récent? Franchement, je saurais pas te dire. Moi, je l'ai découvert Je récemment. Je savais regarderai. même pas que ça existait. Je me suis dit quoi? Ah non plus. Non. Et Ah donc, bah oui, ça c'est bien non, mais ça. c'est royal en fait. C'est vraiment Mmh. royal. T'as pas d'idée, t'es bon, t'as envie d'entreprendre, hop. Et en plus, t'es payé, c'est parfait. C'est Donc, parfait. du coup, ouais, tu complètes un dossier où on te pose des questions sur toi, sur ton projet. Mmh. Le dossier est soumis. Tu as un retour quelques mois plus tard. Si ça passe, tu es convié à un entretien devant un jury d'à peu près 5-6 personnes, très divers ce jury. Tu as des personnes qui sont présidents d'associations, tu as des personnes qui ont des boîtes, des personnes qui sont investisseurs, des membres du staff de Station F. Donc, tu passes ton petit entretien où on te pose plein, plein, plein de questions encore sur ton projet, sur toi. Et enfin, eh ben, si ça passe, tu es pris et tu intègres le programme Fighters pour une durée d'1 an. D'accord. OK. Bah, c'est bien et pendant 1 an, donc du coup, tu es accompagnée, il y a quelqu'un, qui t'accompagne sur ton projet? Pendant 1 an, alors, je dirais pas vraiment que tu es accompagné, je trouve ça important d'être quand même transparente avec Ouais. les gens, parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à la Station F, je pensais vraiment que j'allais être accompagnée dans le sens où, toutes les semaines, tous les mois, j'allais avoir mon petit Ouais, avoir point quelqu'un. pendant 1 heure, nin nin nin. Mais non, en fait, Station F, c'est quand même, un endroit où on demande aux startups d'être un minimum autonomes. Donc on te pousse Mmh. énormément de ressources, tu as énormément d'outils, on peut te faire des mises en relation, on peut te faire des contacts, on peut t'ouvrir des portes, mais en fait, rien n'est descendant. On viendra pas te dire: «OK Jennifer, de quoi tu as besoin aujourd'hui?» Enfin voilà, non, c'est toi qui te dis: «OK, moi demain j'ai besoin de Mmh. rencontrer, telle personne, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec lui?» Les gens vont tout faire pour Mmh. nous mettre en contact avec lui. Demain, j'ai besoin de lever des fonds, on va me dire: «Est-ce que vous pouvez me faire une intro avec tel fonds d'investissement?» Et eux, ils vont essayer de me faire une intro avec un fonds d'investissement. Mais c'est comme ça que ça marche en fait. Si tu fais rien et que tu t'assois devant ton bureau et que tu travailles et que tu Ouais. demandes rien à personne, personne ne viendra rien te donner en fait. Donc du coup, c'est un Mmh. peu ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas un programme d'accompagnement au sens strict du terme où t'es vraiment accompagné. C'est plutôt un endroit où on va te pousser plein de ressources et où toi derrière tu vas pouvoir aller prendre ce qui peut te servir. D'accord, OK. Donc c'est vraiment ouais, il faut rester dans le côté très actif, quoi, Ouais, il donc faut pas être hyper passif. actif. Et 1 an, ça passe Mmh. vite. Enfin, franchement, je suis Ouais, là 1 depuis an, ça janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça fait déjà 5 ah mois. ouais, ça ça fait déjà 5 mois. Ça va très, très vite. Ça Donc va là, ouais, tu as jusqu'en décembre, quoi. Tu t'es jusqu'en donné un décembre, ouais. objectif, j'imagine, d'ici décembre, tu as un Ouais, objectif clair à atteindre et ouais, j'ai pas mal d'objectifs à atteindre, ouais. ouais.
D'accord, bah, on va en parler justement puisqu'on va arriver vers la fin de l'interview et je voulais juste revenir du coup sur ton projet. Ça reste quand même c'est un très, très beau projet je trouve aussi qui répond aussi à une demande de consommer en fait différemment, plus responsable. Mmh. Prendre un peu de temps pour les autres, c'est un peu ce que nous a fait, j'imagine, découvrir un peu le confinement, de faire évoluer notre consommation, au quotidien. Est-ce que toi, tu as fait évoluer la tienne à titre personnel? Alors oui, 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 oui. Alors j'ai fait évoluer ma consommation. J'essaye vraiment d'avoir une consommation beaucoup plus responsable. Par exemple, moi, à la base, je suis une grosse fan de shopping. J'avais déjà d'ailleurs un blog mode quand j'étais plus jeune, acheteuse de Zara, H&M, Primark, compulsive et tout ça, Mmh. j'ai un peu coupé. J'achète, très rarement du neuf. Je vais plutôt privilégier, des boutiques, de seconde main comme par exemple la frange à l'envers que j'adore. Donc pour toutes les personnes qui étaient vraiment addictes à la fast fashion, la frange à l'envers, je recommande. Donc j'achète plutôt de seconde main, donc beaucoup je chine, j'achète plus trop de Mmh. neuf. J'essaye de réduire ma consommation en viande aussi, parce que déjà la viande, manger de la viande tout le temps, c'est pas très bon pour la santé, et parce que bah voilà, c'est pas très écolo, donc je réduis ma consommation en viande. Je fais attention à la provenance de mes produits. Je fais plus attention à ce que je consomme en termes de marque, par exemple. Le fait d'évoluer dans un milieu un peu entrepreneurial, on rencontre plein de personnes qui lancent des produits cosmétiques hyper verts, hyper green, et du Oui. coup en fait, bah, j'achète plus des petites crèmes naze, bon, je vais pas citer de nom, mais voilà, de grande distribution. J'essaye d'acheter quand même des crèmes un peu vertes, un peu plus sympas. Donc ouais, c'est pas des changements radicaux parce que bah, personne n'est parfait et je fais partie des gens qui pensent qu'il faut quand même avoir les moyens pour consommer responsable. C'est un vrai sujet. Mais du coup, j'essaye à mon échelle et avec mon budget bah, de faire mieux, quoi. Mmh. Bah, oui, déjà à son échelle de faire ce qu'on peut et faire au mieux et puis après à Exactement. travers aussi les ateliers, de voir, de la cuisine, vraiment faite, maison, c'est aussi, quelque part, consommer différemment, quoi. Tout à fait. Avec des produits, des bons produits, des produits de saison, et cetera. Exactement. Bah, merci beaucoup Anne-Jennifer. Donc, je vais te poser les dernières questions. Quels sont justement tes prochains défis là pour, bah, l'année 2022? Bon, elle est bien entamée, on est à la moitié, mais d'ici décembre, on va dire? Alors moi, j'ai 3 grands défis. Le premier c'est un enjeu tech, faire évoluer la plateforme pour, automatiser un maximum de choses et permettre un Mmh. maximum de Naoué de nous rejoindre. Le deuxième défi, ça va être le recrutement. J'aimerais faire grossir l'équipe, et m'entourer pour pouvoir du coup aller encore plus vite et plus loin et plus fort. Et le Mmh. troisième défi, c'est la branche B2B. J'aimerais pouvoir, faire beaucoup plus d'ateliers en entreprise parce que c'est une vraie valeur ajoutée de toucher les gens, au sein de leur, lieu de travail. Et donc du coup, voilà, c'est un peu les 3 défis, que je me lance pour, la fin de l'année. Bah, 3 beaux défis à à relever. Parce qu'aujourd'hui, tu en as combien des Naoé? Alors aujourd'hui, il y a une trentaine de Naoé, Ah, c'est et déjà pas l'idée mal, hein? c'est déjà pas mal, mais l'idée en fait, c'est qu'on puisse assez rapidement monter à plus d'une centaine de Naoé. Parce que Ouais. derrière, on a des lieux qui nous contactent, on a des Naoé qui nous contactent, on a des clients qui veulent des ateliers encore plus diverses et en fait, Ouais. notre plateforme aujourd'hui, notre site internet ne nous permet pas de passer de 30 à 100 Naoé, de façon, automatique, donc ça nous demanderait derrière d'embaucher plus de gens et cetera et du coup, l'idée, c'est d'avoir une vraie marketplace, un peu comme ce que vous pouvez voir sur, je sais pas moi, Airbnb, donc des gens Mmh. qui mettent leur atelier, des gens qui réservent et pour pouvoir du coup passer de, bah, pourquoi pas 30 à, 200, 300, 500 naoés, si on peut, quoi. D'accord, OK. Ah bah, très bien, bah, très beau défi. Est-ce que tu peux, allez, enfin, quel conseil tu donnerais justement à une femme qui va entreprendre? Alors le conseil que je pourrais donner, bon, et j'ai déjà donné le conseil de savoir s'entourer, c'est quand même hyper important, Enfin, mais le ouais. conseil vraiment, qu'on m'a beaucoup donné, que j'ai pas trop écouté et que j'aurais dû écouter, c'est finalement de s'écouter soi. Faut vraiment s'écouter. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir, peur pour vous, en fait. Enfin, moi, quand je me suis lancée, je sais par exemple que mes parents ont vachement projeté leur peur sur moi en me disant: «Oh, mais tu vas quitter ton CDI alors qu'on est en période de Covid, mais comment tu vas faire? Tu vas être au chômage» et cetera. Il faut vraiment s'écouter. Dans la vie, des fois, on sent des trucs, il y a des choses qui sont totalement irrationnelles et inexplicables et quand on sent quelque chose, bah, faut foncer parce que finalement, entreprendre, bah, on a peu de choses à perdre, mais beaucoup de choses à gagner derrière. Au pire, ça marche pas, on aura perdu un peu de temps, un peu d'argent et au mieux ça fonctionne et on réalise son rêve quoi donc faut s'écouter. Mmh, totalement et toi, mais qu'est-ce qui t'a fait, prendre, faire le grand saut, on va dire? Par Bah, rapport à tout ce qu'on pouvait te dire derrière, comme tu disais, tes parents et tout ça qui projetaient leur peur, qu'est-ce qui a fait justement que tu as passé le cap?
Bah, bizarrement, c'est le Covid, en fait. Je pense que franchement, très honnêtement, s'il y avait pas eu le Covid, je ne suis même pas sûre que je me serais lancée. C'est le Covid parce qu'on était dans cette période horrible où on était enfermés chez nous. Donc, qui dit enfermé chez toi dit grosse phase d'introspection. Tu te demandes, mais putain, Mmh. mais de quoi j'ai envie dans ma vie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis à côté de toi, tu entends des amis qui perdent des proches, parfois jeunes. Moi, j'ai des connaissances qui ont perdu des proches qui avaient une trentaine d'années. C'est quand même très jeune. Et tu te Mmh. dis qu'en fait, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et moi, j'ai pas envie de passer de l'autre côté et de me rendre compte en fait que j'ai pas réalisé mes rêves, que je suis pas allée au bout de ce que j'avais envie de faire et que j'avais vraiment pas vécu la vie que j'avais envie de vivre, mais la vie que la société m'imposait de vivre. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je me réveille, je fais ce dont j'ai envie, je me lance, je le teste et puis on verra bien quoi. On vit Puis qu'une on fois, verra. donc franchement, si on passe sa vie à respecter des codes et à faire plaisir aux gens, c'est nul. Je suis d'accord, c'est vrai. Autant il faut prendre des risques si on en a envie, si on le ressent, au fond de nous, alors Ouais, allons-y, puis on bah verra bien ouais, ce qui va en déboucher, quoi. De toute façon, au pire, on apprendra, comme tu dis, on apprend toujours des choses. On se Et exactement, puis on se fait un réseau et puis voilà, donc c'est quelque chose qui nous servira pour la suite. totalement. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire? Alors c'est très changeant. Mais en ce moment, je dirais que c'est Charlotte Cadet. Je pense que ça fait, pas mal de temps qu'elle m'inspire. Charlotte Cadet, pour poser un peu le contexte, c'est la fondatrice de Celency, donc anciennement Brocante Lab. Elle a dépoussiéré le milieu de la brocante pour en faire un site magnifique, enfin un truc trop beau avec des super beaux produits et cetera. Et en fait, elle m'inspire parce que, j'adore, la façon dont elle a réussi à dépoussiérer un milieu vraiment, boring pour le rendre sublime. Mmh. J'adore l'image de marque, j'adore le storytelling et du coup, en termes de produits, entrepreneurial et en plus elle fait aussi de marketplace, c'est un peu ce vers quoi j'aimerais tendre. Alors on n'est pas du tout dans les mêmes secteurs, on n'a pas les mêmes clients, pas les mêmes enjeux, pas les mêmes problématiques, mais j'adore ce qu'elle a réussi à créer comme univers et j'aimerais vraiment pouvoir créer un univers aussi beau, avec Omboa. Mmh. Ouais, elle est vraiment inspirante. J'avais écouté une interview d'elle, sur son parcours. C'est très intéressant, la manière dont elle a ramené, elle a dépoussiéré, comme tu dis, justement, le milieu de la brocante, parce qu'on Totalement. était avant, on avait juste le choix entre Le Bon Coin et Le Bon Coin, donc donc là, du coup, c'est vrai que c'est toute une autre dimension, quoi. Totalement. Beaucoup plus, un peu plus haut de gamme et c'est vrai que l'univers de la marque est très, très beau. Ouais, j'adore. Est-ce que tu as un proverbe, une maxime qui t'accompagne? Oui! Alors c'est quelque chose que ma mère me dit tout le temps, à chaque fois que je doute, parce que je suis une grande, douteuse. Je ne pense pas que ça se dise, mais bon, on m'aura compris. Je doute tout le temps et ma mère me dit: «Si tu n'y crois pas, personne d'autre n'y croira» et c'est vrai parce qu'en fait, quand tu te lances dans un truc, si tu es pas la première personne à être, Mmh. fan de ce que tu fais, ça sert à rien de le faire parce que si tu y crois pas, personne d'autre y croira à ta place. Alors qu'au contraire, si tu y crois à fond, tu vas réussir à créer cet engouement et à embarquer les gens dans ta croyance et c'est ça qui fait que ça va marcher. Donc en gros, faut vraiment garder ça en tête. Si tu n'y crois pas, personne d'autre que toi n'y croira. Ouais, c'est totalement vrai, hein. Je suis en phase avec ce proverbe de ta maman. Il faut y croire pour pouvoir convaincre les autres, effectivement. Totalement. Mmh. Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu recommandes souvent? Alors, en ce moment, je suis en train de lire L'effet cumulé de Darren Hardy. L'effet cumulé, c'est hyper intéressant. Déjà, il se lit super bien. Il n'est pas écrit de façon hyper théorique, machin. C'est des cas vraiment concrets. Et en fait, dans ce livre, on t'explique que c'est en faisant de tout petits trucs tous les jours que tu finis par atteindre ton objectif. L'effet cumulé, c'est Mmh. ça. C'est de se dire qu'en fait, tu as un objectif qui est énorme, mais tu peux pas l'atteindre du jour au lendemain. Et en fait, si tu vas mettre en place dans tes habitudes des tout petits changements qui ne signifieront rien sur le moment, Mmh. mais en fait, cumuler les uns aux autres, tu vas voir qu'à la fin de l'année, tu auras presque atteint ton objectif. Et du coup, il explique plein de cas concrets, il donne des exemples de gens qui ont mis en place cette théorie, et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, bah, c'est vraiment ce que je suis en train de lire en ce moment, et ce que je recommande à pas mal de gens. Mmh. Oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a parfois l'envie d'atteindre très vite un objectif qui on se rend pas compte au départ qui est beaucoup trop gros et qu'il faut, justement y aller, par petites étapes, pour y arriver. Complètement. Mmh. Eh ben, merci beaucoup Anne-Jennifer pour, cette interview. Si on Merci veut beaucoup. t'écrire ou réserver un atelier, ça se passe où? Ça se passe sur homeboa.com. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. J'en ai cité 3000, Instagram, Facebook.
LinkedIn, YouTube. Vous pouvez m'envoyer aussi un petit mail à annejennifer@homebois.com ou un DM sur LinkedIn. Je réponds toujours à tout le monde, pas tout de suite, mais je réponds toujours. Et puis voilà quoi. Merci, on te souhaite en tout cas une belle, réussite pour Omboa et puis, je te laisse le mot de la fin. Et ben le mot de la fin, c'est croyez en vos rêves et lancez-vous parce qu'on ne vit qu'une fois, donc du coup, faut vraiment, vraiment aller décrocher les étoiles qui vous font rêver. D'accord, merci beaucoup pour ce message et puis, je vais suivre l'actualité d'Omboa de près et pourquoi pas un atelier, très vite. Et bah super, tu seras la bienvenue. Avec plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes encore là? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous!